Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 septembre 2025 et notre ami Mark Sleboda est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Mark. Nima, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être sur DialogWorks. Oui, si vous voulez lire ce que Mark écrit sur son site web, c'est indiqué sous son nom, vous pouvez le trouver là-bas. Tu écris généralement 1 ou 2 fois par semaine. Mark, c'est bien ça? Sur Boosty, je propose 3 contenus exclusifs chaque semaine, soit plusieurs heures au total. Boosty est un équivalent de Patreon à l'épreuve des sanctions. C'est pour cela que je l'utilise. Donc, si vous êtes vraiment masochiste et que vous voulez encore plus me supporter, suivez-moi là-bas. Abonnez-vous à ma page. Veuillez vous abonner et cliquez sur le bouton j'aime pour toucher un plus large public. Et Mark, commençons avec le sommet de l'OCS. Ensuite, il y a eu un défilé militaire en Chine. C'était immense. Quand on regarde les armes, le défilé, et qu'on compare à ce qu'on a vu aux États-Unis. Mais la réaction de l'administration Trump a été quelque peu déroutante. Donald Trump est intervenu et a dit « Il est trop tard pour que l'Inde revienne vers nous ». Puis il a ajouté « Nous avons perdu la Russie et l'Inde au profit de la Chine la plus profonde, la plus sombre. » Et ici, je pense en regardant Donald Trump, voici ce qu'il a dit, Mark. Les États, tout dans le monde mourrait. C'est vrai, c'est tellement puissant, c'est tellement grand. Et je l'ai vraiment rendu très grand pendant les 4 premières années. Ensuite, ça a commencé à se dégrader avec ce que cette administration Biden... Oui, c'est toujours la même histoire. Nous mourrions tous sans Trump aux États-Unis. Et il a quelqu'un sur qui rejeter la faute. Et ils restent autour de lui en souriant pendant qu'il dit cela, comme si ce qu'il disait n'était pas le délire d'un fou, d'un véritable empereur sans vêtements. C'est choquant. Ce sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai au niveau présidentiel à Tianjin, en Chine, a été sans aucun doute l'événement géopolitique le plus important de la semaine et probablement le sommet multilatéral et multipolaire aspirant le plus conséquent depuis un certain temps. Donc, l'Organisation de coopération de Shanghai, il y a évidemment, disons-le, un certain chevauchement géopolitique avec les BRICS Plus, mais l'Organisation de coopération de Shanghai concerne avant tout l'Eurasie, n'est-ce pas? Le Brésil n'en est pas membre. L'Afrique du Sud n'en est pas membre. Elle est centrée sur l'Eurasie. Les membres fondateurs sont la Russie, la Chine et les États d'Asie centrale, puis l'Inde et le Pakistan ont rejoint. Ensuite, ils ont mis en place une adhésion à plusieurs niveaux, avec les partenaires de dialogue, les membres associés, et ainsi de suite. Mais il y avait 20 chefs d'État en Chine pour cet événement. Donc, un autre sommet du monde sans l'Occident, parce que c'est le siècle asiatique ou le siècle eurasiatique, ce genre de choses. Je veux dire, on nous l'a répété à maintes reprises, non? Et les médias occidentaux, au cours de la dernière décennie, ont vraiment fait un excellent travail pour ignorer tous les sommets des BRICS et de l'OCS qui ont eu lieu, n'est-ce pas? Il était difficile d'en trouver la moindre mention, même comme si cela ne valait pas la peine d'être commenté. Les États-Unis n'étaient pas présents, alors je veux dire, quelle importance cela pouvait-il avoir? C'était ça la mentalité. Mais ils n'ont pas pu ignorer celui-ci. Celui-ci, tout le monde le regardait, n'est-ce pas? Même Donald Trump. Et c'était 2 événements regroupés en un seul sur quelques jours, parce qu'il s'agissait de ce sommet présidentiel de l'OCS à Tianjin, en Chine. Et puis, 2 jours plus tard à Pékin, c'était le 80e anniversaire de la défaite du Japon impérialiste et fasciste lors de la Seconde Guerre mondiale. Et bien sûr,
la célébration du rôle démesuré de la Chine et du prix qu'elle a payé dans ce conflit. La Chine étant en guerre et ayant été envahie par le Japon impérial des années avant que quiconque d'autre ne rejoigne ce conflit particulier, et la Chine ayant subi environ 30 millions de morts, avec des atrocités commises par les Japonais contre eux, qui font même pâlir les pires fantasmes des nazis. Donc, une journée très importante pour eux. Ce n'était pas seulement une démonstration de la puissance militaire de la Chine comme moyen de dissuasion sur scène, ce qui était important, mais aussi de la mémoire historique, qui est de plus en plus, bien sûr, délibérément effacée des esprits occidentaux dans le cadre de leur récit de propagande sur l'histoire du monde. Au sommet de l'OCS, ce qui attire tant l'attention cette fois-ci, c'est bien sûr le fait qu'il y a toujours une guerre en cours entre l'OTAN, entre les États-Unis et le reste de l'OTAN à l'ouest. Par l'aveu même des États-Unis, Marco Rubio, une guerre par procuration contre la Russie en Ukraine. Et il y a eu tant d'affirmations dans les médias occidentaux au cours des 3 dernières années sur l'isolement de Poutine sur la scène internationale. Pourtant, le monde était là, et il n'y avait pas de fin aux dirigeants qui faisaient la queue. C'était un sommet du monde sans l'Occident. Et qui était isolé? Eh bien, il m'a semblé que c'étaient les États-Unis et les Européens qui étaient isolés. Ce sont eux qui n'étaient pas présents. Et personne ne semblait vraiment les regretter, je dois le dire. Donc, il y avait cela. Mais il y avait aussi Modi. Et dans le cadre de la tentative de l'administration Trump de forcer la Russie à mettre fin au conflit en Ukraine, selon les conditions américaines, malgré le fait que la Russie est en train de gagner sur le champ de bataille, ils se sont tournés, après avoir échoué à écraser l'économie russe avec des sanctions, vers une guerre contre le reste du monde, une guerre de sanctions et de tarifs, pour les forcer à arrêter de commercer avec la Russie. Et les 2 plus grands acheteurs d'énergie russe sont la Chine et l'Inde. Puis viennent la Turquie et l'UNE commun. Mais on ne peut pas vraiment sanctionner nos propres alliés, je suppose. Pas avec encore plus de tarifs que ceux que nous imposons déjà. Ils doivent donc être ignorés. Et les États-Unis ne peuvent pas punir la Chine de manière punitive, parce que, très discrètement, les États-Unis viennent de perdre la guerre commerciale qu'ils avaient eux-mêmes déclenchée contre la Chine. Et ils ne peuvent pas rouvrir cette boîte de Pandore, n'est-ce pas, à cause des questions liées aux terres rares et à certains aimants que la Chine produit et que les États-Unis ne produisent pas, du moins pas dans la qualité et la quantité nécessaires à l'armée américaine, ni à l'industrie américaine de haute technologie. Et c'était un levier que la Chine avait sur les États-Unis. Donc Trump a abandonné sa guerre des tarifs contre la Chine. Et maintenant, il est en colère contre Poutine. Mais Poutine est le vrai Teflon Don, n'est-ce pas? Je veux dire, il ne peut rien lui faire. Il ne peut donc pas punir la Chine. Alors que fait-il? Il s'en prend à Modi, n'est-ce pas? Parce que Modi était perçu comme le maillon le plus faible dans cette affaire. Mais Modi et l'Inde, une grande puissance montante, certainement une puissance régionale, le sous-continent, c'est pas pour rien qu'on l'appelle ainsi, le pays le plus peuplé du monde, ne vont tout simplement pas accepter cela. Les États-Unis ne peuvent pas dicter avec qui ils peuvent ou ne peuvent pas commercer. Ils sont une puissance souveraine et indépendante, n'est-ce pas? Ce ne sont pas un État vassal européen. Ce ne sont pas une île du Pacifique qui existe grâce à la tolérance des États-Unis. C'est l'Inde. Ils faisaient déjà de la diplomatie à une époque où les États-Unis n'étaient que des plaines parsemées de tipis amérindiens sur les prairies. Alors l'Inde a refusé. Et les États-Unis ont imposé ces tarifs punitifs à l'Inde. Et apparemment, Trump a essayé d'appeler Modi 4 fois au cours des dernières semaines, du moins selon les médias occidentaux. Past few weeks, at least according to reports in the Western media, and Modi's so furious that he
Et Modi est tellement furieux qu'il refuse de décrocher le téléphone. Cela dit, Modi se rend en Chine, malgré les tensions géopolitiques entre la Chine et l'Inde. Des tensions qu'il faut le dire. Les États-Unis ont largement cherché à provoquer délibérément dans le cadre de leur stratégie géopolitique, visant à faire de l'Inde l'Ukraine de la Chine, n'est-ce pas? Les transformer en proxy à utiliser pour contenir et presque certainement affronter la Chine. Cela fait des décennies qu'ils cherchent à s'attirer les faveurs de l'Inde, à attirer l'Inde dans ce rôle. Toute la création du terme Indo-Pacifique à utiliser dans ce contexte est désormais perdue. L'Inde a eu un moment de révélation face à l'hégémonie américaine. Un « Ah, voilà à quoi vous ressemblez sans le masque ». Et Modi s'est rendu en Chine pour la première fois en septembre. Il n'était pas obligé d'y aller. Il aurait pu envoyer un ministre des Affaires étrangères. Il y est allé. Et non seulement il y est allé, mais il a ensuite, de manière très démonstrative, pris la main, oui, marchant main dans la main avec Poutine et Xi Jinping en Chine, et a également eu ses réunions bilatérales vraiment décisives avec la Chine, où Xi Jinping a déclaré « C'est maintenant le moment pour le dragon de danser avec l'éléphant », signifiant que la Chine et l'Inde doivent reconnaître qu'il y a des enjeux bien plus importants. Ils doivent résoudre leurs différends, laisser le passé derrière eux, trouver une cause commune et résister à cette pression hégémonique américaine vacillante et désespérée. Cette tentative désespérée de garder le contrôle du monde. Et c'est ce que le sommet de l'OCS a montré. C'était un acte de défiance envers l'Occident, du monde sans l'Occident, d'une manière que les sommets précédents n'avaient tout simplement pas connue, parce qu'il y a ce nouveau contexte. N'est-ce pas, Nitram, a tweeté à ce sujet? Trump himself tweeted about it, right? Quite bitterly, quite seething. Exactement. Avec beaucoup d'amertume, vraiment bouillonnant. D'abord, il a fait un commentaire sarcastique sur le défilé militaire en Chine. Et il a conclu, je ne vais pas tout lire, mais il a terminé avec ce sarcasme évident que le président Xi et le merveilleux peuple chinois passent une journée de célébration formidable et durable. Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un pendant que vous complotez contre les États-Unis d'Amérique. Mon Dieu, quelle amertume! Il est assis chez lui à regarder et ils occupent toutes ses pensées. C'est incroyable. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu ensuite cette publication sur les réseaux sociaux de Trump où il a posté une photo de Modi, Xi Jinping et Poutine Mascadmitzes lors du sommet de l'AS. Et il a dit, on dirait que nous avons perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine la plus profonde et la plus sombre. Puissent-ils avoir un long et prospère avenir ensemble? Encore une fois, cette rage bouillonnante. D'abord, la Chine la plus profonde et la plus sombre. Mais quel genre de bêtises racistes, colonialistes, dignes du cœur des ténèbres est-ce là? Confondre les croyances impérialistes américaines sur l'Afrique et la Chine. La Chine la plus profonde et la plus sombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Mais, enfin, c'est vous qui avez forcé l'Inde et la Russie, n'est-ce pas, à s'allier avec la Chine par votre hubris hégémonique, et ce, contre toute théorie et stratégie réaliste des relations internationales, au lieu d'essayer de diviser pour mieux régner ou de vous opposer à l'un d'eux. Non, ils ont essayé de faire pression et de chercher la confrontation et le conflit avec les trois en même temps. Et voilà, c'est le résultat. Très bien. Et Donald Trump a vu cela se réaliser, notamment en raison de son manque de diplomatie avec l'Inde. Mais c'est quelque chose qui se construit depuis des années, donc ce n'est pas nouveau. Mais je sais que peut-être les sanctions tarifaires contre l'Inde ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si l'on peut dire à cet égard. Donc ce sont les États-Unis et l'Europe qui se retrouvent isolés. Voilà le monde sans eux. Et il y avait ce symbole. Qu'est-ce? There was the symbolism. There was
Il y a eu une démonstration d'unité et de défi. Mais il y avait aussi un véritable symbole concret, des choses réelles, parce que je suis un réaliste, n'est-ce pas? Et oui, vous savez, je suis tout à fait pour le symbolisme, l'unité et le message, et tout cela était présent. Mais où est le concret, n'est-ce pas? Je veux voir une action géopolitique issue de ces sommets multilatéraux, s'ils doivent être plus que de simples séances photos et des lieux de discussion, comme l'a finalement été Rio, car rien n'a vraiment été fait à Rio. Peut-être que des sujets ont été abordés, mais rien de concret n'en est sorti. Cette fois, c'était différent, parce qu'il y a eu l'annonce d'une nouvelle banque de développement de l'OCS. Exactement. Cela fonctionnera en parallèle avec la Banque de développement des BRICS, qui constitue à nouveau une part importante de cette architecture financière mondiale alternative que le monde multipolaire est en train de construire pour faire des affaires en dehors de l'Occident, en dehors du dollar, n'est-ce pas? Cela en fait partie. Donc, c'était une grande annonce, n'est-ce pas? Les banques, ce n'est pas très sexy. Ce ne sont pas des équipements militaires exposés. Ce ne sont pas des conflits, n'est-ce pas? Mais la vérité, c'est que l'argent fait tourner le monde. Et à ce titre, il y a une raison pour laquelle les États-Unis et les Européens disposent du FMI et de la Banque mondiale, et le rôle qu'ils ont joué dans leur contrôle financier du monde depuis des décennies. Eh bien, ils auront désormais la Banque de développement des BRICS et la Banque de développement de l'OCS, que l'on peut qualifier d'institution parallèle à celle de l'Occident. Mais je pense que le plus grand accomplissement concret n'est même pas nécessairement à mettre au crédit de l'OCS, même si cela en fait partie, bien sûr. Il s'agit d'un accord bilatéral entre la Russie et la Chine. L'annonce d'un accord conclu pour la création, enfin, après une décennie de négociations, du gazoduc Force de Sibérie 2, qui reliera la Sibérie occidentale à la Mongolie puis au nord-est de la Chine. Ce qui est important à ce sujet, c'est qu'il existe déjà le gazoduc Force de Sibérie 1, qui puise dans les champs gaziers du sud-est de la Sibérie. Mais ce nouveau gazoduc, qui va augmenter la quantité d'énergie que la Russie fournit à la Chine, encore une fois, en défi évident aux États-Unis, provient des champs gaziers de Yamal, dans le nord-ouest de la Sibérie. Ce qui est important ici, c'est que ce sont ces champs qui alimentaient l'Europe en gaz. En fait, ce sont précisément les champs qui devaient approvisionner Nord Stream 1 et 2. Donc c'est la Russie qui ferme la porte à l'Europe, disant « Très bien, c'est fini entre nous. Nous voulons un consommateur fiable. Nous voulons quelqu'un qui ne va pas essayer de nous faire pression, de nous influencer, de renverser notre gouvernement et tout le reste pendant que nous faisons des affaires avec lui. Quelqu'un qui est un partenaire fiable. » Ce gaz va désormais aller en Chine. Et c'est énorme. J'ai toujours dit que les géoéléoducs, qu'il s'agisse de pétrole ou de gaz, sont la géopolitique à l'état solide. Ce sont les artères qui pompent le sang du développement d'un monde multipolaire, reliant les deux pays. Et je veux dire, regardez, les États-Unis sont allés jusqu'à rompre définitivement la relation énergétique entre la Russie et l'Europe, pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière, pour faire exploser les gazoducs Nord Stream. N'est-ce pas? Cela montre à quel point ils sont importants. Et maintenant, l'économie chinoise est déjà plus compétitive que celle des Européens. Les Européens, confrontés à la hausse des coûts de l'énergie, se désindustrialisent. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Les médias occidentaux traditionnels regorgent d'articles sur la désindustrialisation de l'Allemagne et sur le Royaume-Uni et la France, qui se trouvent dans des situations financières telles qu'ils pourraient avoir besoin d'un plan de sauvetage du FMI parce qu'ils sont en faillite. Et maintenant, en plus de cela, une part encore plus importante de ce gaz naturel bon marché qui leur était destiné
part désormais en Chine à la place, une source d'approvisionnement bon marché et fiable, qui ne peut pas être interceptée en mer dans le détroit de Malacca par une action navale américaine ou alliée. Et ce gaz va maintenant en Chine, ce qui rendra les produits chinois d'autant plus compétitifs économiquement que ceux des Européens. Ce n'est pas un clou dans le cercueil des économies européennes, n'est-ce pas? Parce que tous les clous ont déjà été enfoncés dans ce cercueil. Ce cercueil est déjà enterré à 2 mètres sous terre. Ce qui se passe maintenant, c'est que Xi Jinping et Poutine se tiennent au-dessus de cette tombe, regardant ce cercueil, et jettent de la terre dessus. C'est exactement ça. C'est un coup dur pour l'Europe. Je sais qu'ils ont remarqué que cette conférence avait lieu, mais ils ne parlent pas de ce que cela signifie économiquement pour l'avenir de l'Europe, n'est-ce pas? Et ils devraient, car c'est le glas de leur avenir géopolitique. Ils étaient déjà devenus insignifiants et impuissants, un arrière-pays occidental, rien de plus que des États vassaux des États-Unis. Mais quels que soient les espoirs qu'ils pouvaient encore nourrir, ils sont désormais complètement anéantis. La Russie a fermé cette porte. Et sans l'énergie russe, ils doivent désormais se tourner vers le GNL américain ou qatari, 4 fois plus cher, qui ne pourra jamais vraiment répondre à la demande, tandis que la Chine en dispose de plus en plus. Et ce n'est pas tout. Ils parlent déjà, cela prendra bien sûr quelques années à construire, mais ils évoquent déjà, une fois cela achevé, l'expansion de la capacité des 2 gazoducs Force de Sibérie et la transformation de la Chine en un hub énergétique pour l'Eurasie, en particulier pour le Pacifique, avec la possibilité d'acheminer du gaz jusqu'au Corée, potentiellement vers l'Asie du Sud-Est, voire même jusqu'à l'Inde. Il s'agit donc de créer de nombreux liens physiques entre les pays d'Eurasie. Et encore une fois, les États-Unis et l'Europe restent à l'écart, dans le froid. Je pense que c'était car une journée importante. Et si vous voulez parler du défilé militaire, en tant qu'ancien militaire, je dois dire que je ne suis pas du genre à être impressionné par les parades militaires. Voir le matériel et ce genre de choses ne me fait pas particulièrement d'effet. Mais là, c'était une démonstration massive et impressionnante, non seulement de la discipline et de l'unité de l'armée chinoise, qui, par exemple, a ridiculisé le défilé militaire de Trump. Ce n'est même pas comparable, mais aussi de la technologie militaire qui était exposée. Il y a eu un article dans Foreign Policy, un média américain de premier plan sur la politique étrangère, pas du tout un ami de la Chine, ni d'un monde multipolaire. Il y a eu plusieurs articles à ce sujet, mais un en particulier, écrit par Sam Rogovin du International Security Program au Lowy Institute. Et le titre est « L'armée chinoise est désormais en tête ». Et le sous-titre ici, le défilé de mercredi, a prouvé que l'équilibre militaire régional, voire mondial, a irrévocablement changé. Et rien que le premier paragraphe, si vous me permettez, résume tout. Il est désormais largement admis que l'histoire que les pays occidentaux se racontaient autrefois, leur récit sur le développement technologique de la Chine, selon lequel elle n'est qu'une simple imitatrice de la technologie occidentale, qu'elle vole la propriété intellectuelle, que ses succès résultent de subventions publiques inefficaces, est insuffisante. Ce récit contient encore certains éléments de vérité, mais il est bien moins vrai qu'auparavant. L'a-t-il jamais vraiment été? Je ne sais pas. Aujourd'hui, la Chine est un innovateur et un leader technologique dans la robotique, les véhicules électriques, les réacteurs nucléaires, l'énergie solaire, les drones, le train à grande vitesse et l'IA. Swarhem Ritu, Izituma. That just says it all right there. And that at a time when the US Et cela à un moment où les États-Unis, l'ensemble de l'OTAN et l'Occident collectif sont surpassés militairement par la seule Russie en Ukraine, produisant 4 fois plus d'armements
dans ce conflit par procuration en Ukraine, sans même parler de la capacité et, désormais, de l'innovation de la Chine, qui sont maintenant reconnues. Le siècle américain, s'il ne l'était pas déjà, est terminé. Ils ne peuvent plus brandir leur puissance militaire, en tout cas plus dans l'arrière-cour de la Chine et de la Russie. Et c'était, disons-le, le message militaire. D'un côté, le sommet de l'OCS portait sur l'unité et une nouvelle vision d'un ordre mondial multipolaire et d'une gouvernance globale. Mais le message du défilé militaire adressé aux États-Unis, à Trump, amer et bouillonnant, observant de l'extérieur, était « Vous ne pouvez plus nous dicter votre loi. » Cette époque est révolue. Si ce n'est pas encore notre monde, alors nos mondes vont désormais suivre des chemins séparés, et vous ne pouvez plus imposer le vôtre au nôtre. Marc, je crois vraiment que ce qui s'est passé avec la Chine, le cas de la Chine et leur attitude politique, comme nous l'avons vu, comme nous l'avons observé pendant le sommet et lors du défilé militaire, c'est en quelque sorte le résultat, la conséquence de ce qui s'est passé en Ukraine. Je pense que personne n'aurait même... Je ne peux pas imaginer que la Chine aurait pu adopter ce genre d'état d'esprit sans la guerre en Ukraine. Et dans une certaine mesure, ce qui s'est passé au Moyen-Orient avec le cas du Yémen, ce sont des messages très forts adressés au gouvernement chinois. Et ils ne sont pas là pour combattre les États-Unis. Ils ne sont pas là pour attaquer qui que ce soit. Mais ils envoient un message clair à Washington. Ils sont prêts à se défendre. Oui, chaque événement s'appuie désormais sur les événements qui l'ont précédé, n'est-ce pas? Et nous pouvons déjà, je pense, probablement remonter, certainement, à la guerre d'août 2008, n'est-ce pas? Le premier conflit par procuration de l'OTAN contre la Russie en Géorgie, où le gouvernement avait été renversé et pris en main par l'homme fort néolibéral, soutenu par les États-Unis, Saakashvili. Une guerre très brève, mais, vous savez, un prélude à l'Ukraine. À des événements qui allaient se dérouler de façon très similaire là-bas, une décennie plus tard. On pourrait aussi revenir sur l'Irak, bien sûr, sur l'invasion américaine et la façon dont ça s'est très mal passé pour les États-Unis, bouleversant l'équilibre géopolitique au Moyen-Orient, renforçant l'Iran et l'axe de la résistance là-bas. Avec Saddam Hussein, quoi qu'on en pense, il constituait un contrepoids géopolitique à l'influence iranienne dans la région. Et cela ne s'est pas vraiment passé comme les néoconservateurs l'espéraient ou le pensaient, à leur avantage. Mais tous ces événements s'enchaînent désormais. Et ce qui se passe en Ukraine a certainement des répercussions géopolitiques. Cela met en évidence, aux yeux du reste du monde, la faiblesse et la vulnérabilité des États-Unis, militairement, économiquement et surtout diplomatiquement. Car alors que les États-Unis tentent de faire pression sur le reste du monde pour qu'ils suivent leur ligne, aucun pays, en dehors de l'Occident, n'a participé à la guerre économique existentielle de sanctions menée par les États-Unis, qui a échoué à détruire l'économie russe, principalement parce que le reste du monde a dit non. Et cela donne du pouvoir à tout le monde maintenant. Et oui, je pense que la Russie occupe une position géopolitique unique qui lui permet de défier les États-Unis. Mais soyons honnêtes, elle dispose aussi de la volonté politique et de la capacité d'agir, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. La Chine a certainement la capacité, mais elle n'a pas forcément la volonté politique. Et il y a cette relation ambiguë, vous savez, des économies interconnectées avec les États-Unis, ce qui complique les choses. La Russie, elle, n'a pas ce problème, et elle n'a pas peur de s'imposer et de défendre ses intérêts, de manière forcée, si nécessaire. Vous savez, ils ne cherchent pas la confrontation. Ils ne vont pas s'aventurer dans la zone d'influence des États-Unis. Et il faut le dire, malgré toute cette démonstration militaire,
La dernière fois que l'armée chinoise a été utilisée, c'était quoi? Brièvement contre le Vietnam, dans les années 1970. Vous voyez? Ils n'ont pas envoyé leur armée aux quatre coins du monde pour renverser tel gouvernement, envahir tel pays, et ainsi de suite. Donc, je pense que le contexte des deux, voire des trois puissances militaires ici, est important. Il ne s'agit pas seulement de la taille et de la puissance de ces armées, mais aussi de l'usage qui en est fait et de ce à quoi elles ont servi. Et tu as raison, celle de la Chine est principalement défensive. Défensive selon leurs intérêts, n'est-ce pas? Oui, Taïwan. Mais même les États-Unis admettent que Taïwan fait partie de la Chine, non? C'est leur île. Ce sont les États-Unis qui attisent délibérément un régime séparatiste sur l'île et l'inondent d'armes, n'est-ce pas? Nous savons tous que leur jeu de dupe avec la politique d'une seule Chine visait simplement à exploiter la rupture sino-soviétique pendant la guerre froide et tout ce qui s'ensuit, et cela leur a très bien réussi à l'époque. Mais la Chine et la Russie ne laisseront plus jamais cela se reproduire. Cela n'arrivera plus. Donc, tu sais, toute la fiction de l'unique Chine a été laissée sur la table. Mais les États-Unis n'ont plus la puissance militaire nécessaire pour affronter la Chine au large de ses propres côtes, dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale, et espérer raisonnablement l'emporter. Ils ne l'ont pas. Les simulations militaires américaines l'ont démontré ces dernières années, encore et encore, et ils n'ont pas abandonné cette ambition particulière. Même s'il y a des rapports, tout juste publiés cette semaine, selon lesquels les États-Unis envisageraient un changement majeur de politique géopolitique, en renonçant à la confrontation avec la Chine, encore une fois dans le Pacifique, au large des côtes chinoises, de l'autre côté de l'océan, mais qu'ils vont plutôt redoubler d'efforts et, disons, se replier sur l'hémisphère occidental. Les rapports provenant du département de la guerre de Hegsatz, puisqu'il faut désormais appeler un chat, c'est bien ça? Eh bien, il faut leur reconnaître ça. Ils sont plus honnêtes. J'ai dit pendant la dernière administration qu'en réalité, c'était le département d'État de Blinken qui était le véritable département de la guerre. Et comme par hasard, à la fin du mandat de l'administration Biden, le New York Times a fini par admettre la même chose. Que sous Blinken, c'était un département de la guerre. Mais pendant l'administration Trump, Rubio n'a même pas vraiment de poste. Witkoff, lui, occupe le poste de secrétaire d'État. Donc, le département de la guerre est de nouveau au Pentagone. Et c'est, disons-le, une certaine forme d'honnêteté dans la présentation. Je ne peux qu'applaudir cela, pour être franc. Je pense que c'est, vous savez, appeler un chat. Et ce sont ces vérités brutales et franches qui sortent de la bouche de Trump et que d'une certaine manière, on peut apprécier. Le narcissique en chef, là. Donc il y a ça. Marc, quand on regarde les États-Unis et le comportement de l'establishment, je ne crois pas qu'à ce moment précis, Donald Trump puisse faire quoi que ce soit concernant la politique étrangère des États-Unis. C'est l'establishment, l'État profond, qui décide de tout. Et l'état d'esprit de l'establishment, dans le cas de l'Ukraine, était de piéger la Russie en Ukraine, ce qui a échoué. D'une certaine manière, ils sont en train de détruire. Après tout, il faut considérer qu'ils ont gagné en Europe parce qu'il n'y a plus de lien entre la Russie et l'Allemagne. Et c'est ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient aucune sorte de connexion ou de gazoduc, le gazoduc Nord Stream, entre les deux pays. C'était une victoire pour eux. Bien sûr, en termes géopolitiques, absolument. Exactement. Ils sont venus en Iran. Ils ont attaqué l'Iran. Donald Trump pensait qu'il pouvait faire quelque chose dans la partie sud de la Russie. Je ne crois vraiment pas que Donald Trump, simplement pour Israël, pour Netanyahou, ait décidé de suivre le plan de Netanyahou. Il voulait bouleverser toute cette situation avec la Russie parce que les sanctions, les tarifs douaniers contre la Chine n'ont pas fonctionné. Il fallait quelque chose de plus important que cela.
Cela a encore échoué. Le Yémen, c'est la même chose. En ce moment, au Venezuela, la situation du Venezuela est à mon avis une sorte de chose ridicule qui se passe. Pensez-vous que le Venezuela soit d'une certaine manière lié à l'image que j'ai essayé de décrire, ou est-ce quelque chose de différent? Est-ce lié à Epstein, à la politique intérieure des États-Unis? Ainsi, l'envoyé de Trump en Ukraine, son babysitter pour l'Ukraine, l'ancien général Kellogg, a donné une interview il y a quelques mois, 2 ou 3 mois, où il a admis qu'il y avait eu un changement géopolitique dans le monde. Là où, autrefois, au cours des dernières décennies, les États-Unis pouvaient gérer la Russie, la Chine et l'Iran tous ensemble, mais séparément. Mais maintenant, ces pays et d'autres coopèrent dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Et ils ont été rapprochés par les États-Unis, il faut le dire, et sont désormais assez forts pour que les États-Unis ne puissent plus les gérer tous en même temps, n'est-ce pas? Et il y a eu cet aveu franc. Donc vous savez, les États-Unis ont dit, d'accord, l'équipe de l'hégémonie mondiale occidentale, dirigée par les États-Unis, nous devons avoir une division du travail. Nous ne pouvons plus gérer tout cela seuls. Donc, l'Europe, Israël, vous devez prendre une partie du fardeau. Ils ont dit, écoutez, nous devons changer de cap. La Chine est la véritable menace pour nous, et c'est à nous de nous réorienter pour faire face à la Chine. Tous les présidents américains essaient de faire cela depuis Obama. Aucun n'a réussi. Ils se retrouvent toujours empêtrés dans des événements au Moyen-Orient et maintenant en Europe de l'Est ou en Eurasie occidentale. Mais nous sommes déterminés à aller dans cette direction. Donc l'Europe, vous devez vous occuper de la Russie. Et nous allons vous laisser toute cette affaire. Nous n'allons pas l'abandonner, mais nous allons prendre du recul. D'accord? Vous pouvez gérer cela. Et Israël, c'est à vous de faire face à l'Iran. Nous devons sortir du Moyen-Orient. Vous devez gérer cela vous-même. Nous vous fournirons un certain soutien. Nous vous donnerons toutes les bombes dont vous avez besoin. Vous pouvez faire ce que vous voulez aux Palestiniens en attendant, mais nous n'allons pas nous engager dans une guerre contre l'Iran pour vous. Vous devez vous en occuper vous-même. D'accord, nous larguerons quelques bombes si vous insistez, mais c'est tout. Et nous devons nous occuper de la Chine. Le problème, bien sûr, avec toute cette idée, c'est que l'Europe est loin d'être capable de faire face seule à la Russie en Ukraine, ou plus largement, ailleurs. Et la tentative de frappe de décapitation contre l'Iran ne s'est pas déroulée aussi bien que Netanyahou l'avait manifestement promis à Trump. Trump a dû intervenir, larguer quelques bombes, déclarer la victoire et sortir Israël de cette situation, du moins pour le moment. Je sais qu'il y a des discussions sur la possibilité que ce conflit particulier soit ravivé par Israël. Mais ici, les États-Unis, Trump a essayé de mettre fin au conflit en Ukraine, selon les conditions américaines. Ils ont tenté de bluffer et de fanfaronner face à Poutine, mais Poutine n'a rien voulu savoir. Biden a tenté un changement de régime. Il pensait qu'il pourrait renverser le gouvernement russe avec cette guerre de sanctions. Cela ne s'est pas passé comme prévu. Avant d'aborder le cas de l'Ukraine, je voudrais vous rappeler quelque chose dont votre public et vous-même n'êtes peut-être pas conscients. Ce qui se passe actuellement en Iran est l'alternative au gouvernement en dehors de l'Iran. Il s'agit de personnes qui sont très liées à l'establishment aux États-Unis et au gouvernement israélien. Bien sûr, lorsqu'il parle de la Russie et de la Chine, il les qualifie de dictature. Ces personnes n'auraient jamais aucune forme d'amitié ou de relation avec la Russie et la Chine. Ce serait énorme si elles arrivaient au pouvoir en Iran. Je pense que toute l'idée était que si Netanyahou pouvait faire quelque chose pour changer complètement la donne dans la région. Oui. Il y a eu une décision selon laquelle, d'accord,
nous n'avons pas pu éliminer la Russie en Ukraine. Mais peut-être que l'Iran est le maillon le plus faible. Peut-être pouvons-nous éliminer l'Iran. C'était évidemment l'intention. La frappe de décapitation visait à cela. On pensait que le peuple iranien, ou du moins la majorité, ne soutenait pas le gouvernement iranien et qu'il suffisait d'éliminer la tête pour que toute la structure s'effondre. Mais cela ne s'est pas du tout passé ainsi. C'est même l'inverse qui s'est produit. Il y a des mécontentements en Iran, n'est-ce pas? Il y a des minorités ethniques. Il y a les Azéris, les Baloutches, n'est-ce pas? Les États-Unis ont les Moudjahidines du peuple en Albanie, prêts à être lâchés, n'est-ce pas? Il y a tout cela, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc oui, si l'Iran avait été éliminé, n'est-ce pas? Cela aurait ouvert le flanc vulnérable de la Russie dans le Caucase, ce qu'ils essayent encore de gérer avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan aujourd'hui, non? Ils essayent toujours de provoquer et de... Mais cela aurait aussi stoppé une énorme source d'énergie vers la Chine, n'est-ce pas? Et ils pourraient rediriger cette énergie. Donc oui, ils cherchent des liens. Ce n'est plus seulement une question d'un seul pays. Il ne s'agit pas seulement d'un conflit avec l'Iran, ou d'un conflit avec la Russie, ou d'un conflit avec la Chine. C'est un conflit mondial. Nous sommes en plein dedans, n'est-ce pas? À l'avenir, nous regarderons en arrière et nous reconnaîtrons que nous sommes peut-être pas au tout début. Nous avons déjà franchi plusieurs étapes. Je ne pense pas que nous soyons encore tout à fait au milieu, mais nous sommes au début-milieu de ce qui sera appelé la Troisième Guerre mondiale. Une guerre pour déterminer le futur ordre mondial. Et il s'agit d'une série de conflits géopolitiques interconnectés qui remontent déjà à quelques années, n'est-ce pas, et qui ne cessent de s'amplifier les uns les autres. Et oui, les États-Unis reconnaissent qu'ils ne sont plus seulement opposés à un seul adversaire, qu'ils coopèrent, qu'ils partagent une vision commune, une vision alternative, ensemble. Mais cela représente aussi une faiblesse. Si vous parvenez à éliminer un maillon faible, alors vous pourriez réussir à vaincre votre adversaire en vous attaquant à ce maillon. La Russie n'était pas le maillon faible. Ils se sont tournés vers l'Iran. L'Iran n'était pas aussi faible qu'ils le pensaient. Les États-Unis promettent depuis un moment d'agir contre la Chine, en regardant de l'autre côté du Pacifique. Ils ont l'air plutôt costauds là-bas. Je ne sais pas si nous sommes prêts pour ça. Retraçons nos positions. Trouvons quelqu'un à cibler chez nous. Nous avons besoin de quelqu'un sur qui nous acharner. Que diriez-vous du Venezuela? Ils ont de grandes réserves de pétrole là-bas, non? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus que cela là-bas. Ils ressentent le besoin de faire une démonstration. Ils ont montré des signes de faiblesse maintenant, malgré leur déclaration de victoire partout. Ils ont montré leur faiblesse en Ukraine. Ils ont montré leur faiblesse en échouant à atteindre le véritable objectif de changement de régime en Iran. On reconnaît que la Chine n'est plus à leur niveau. Alors maintenant, ils parlent de se recentrer sur l'hémisphère occidental. Et le Venezuela possède les plus grandes réserves d'énergie prouvées au monde. N'est-ce pas? Prouvées, n'est-ce pas? Je suis encore assez sûr que la Sibérie en a plus. Mais elles ne sont pas toutes complètement cartographiées et prouvées, du moins pas publiquement. Mais ils identifient, une fois de plus, le Venezuela comme un gouvernement faible, et il se trouve dans leur hémisphère, n'est-ce pas? Ils se sentent donc parfaitement justifiés, et il est évident qu'ils commencent à provoquer quelque chose là-bas. Maintenant, je pense qu'ils testent le terrain. Ils cherchent à voir. Rappelez-vous, l'administration Trump a tenté une sorte de coup d'État façon pied nickelé contre le Venezuela lors de son premier mandat, ce qui était ridicule et ne s'est pas déroulé comme prévu. Mais je pense que l'administration Trump, comme toute autre administration américaine, puise en grande partie dans le même vivier idéologiquement qualifié de personnes issues de l'État profond, la bureaucratie permanente, le blob. Et le blob veut tous la guerre. Tout le monde veut la guerre,
pour soutenir l'hégémonie contre la Russie, contre la Chine et contre l'Iran. Mais ces personnes, elles ne sont pas toutes sur la même longueur d'onde. Ce n'est pas monolithique. Elles hiérarchisent ces conflits différemment, n'est-ce pas? Ce qui doit se passer en premier. Quelles ressources doivent être allouées à tel ou tel endroit? Cela dépend en grande partie de leur propre spécialité, non? Et il y a, j'y mets mon grain de sel, non? Évidemment, sous l'administration Biden, les anti-russes, l'équipe de Victoria Nuland, ont accédé au pouvoir, n'est-ce pas? Cela n'a pas fonctionné. Sous l'administration Trump, on a commencé à voir les pro-Israël, anti-Iran prendre le dessus. Eh bien, cela non plus n'a pas marché. Et maintenant, ils regardent autour d'eux. Qu'est-ce qu'il nous reste? Y a-t-il des anti-Venezuela dans la salle? Pouvez-vous venir devant? On a l'impression que ce sont les spécialistes de l'hémisphère occidental qui ont longtemps été, disons, relégués au fond du blob, la salle de l'État profond. Mais maintenant, ils sont poussés en avant, principalement parce qu'ils cherchent une guerre facile. Il n'y a plus de guerre facile à gagner. Mais en comparaison, je pense que le Venezuela l'est. Et il y a des rapports qui indiquent qu'à un certain niveau, certaines personnes de l'administration Trump, autour de Hegseth et d'autres au moins, commencent à réaliser qu'ils ne peuvent plus forcer le reste du monde, comme la Chine et la Russie, dans leur propre arrière-cour. Et maintenant l'Inde aussi apparemment, maintenant qu'ils ont perdu l'Inde au profit de la Chine, la plus profonde et la plus obscure, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, ils se replient. Ils resserrent les rangs dans l'hémisphère occidental. Et je pense que cette idée a maintenant été vendue à Trump. Vous savez, Trump suit toujours. Il est très sincère quand il dit quelque chose. Et la prochaine personne à qui il parle, 15 minutes plus tard, avec sa conception très flexible de la vérité, cela devient la nouvelle vérité, n'est-ce pas? Et je pense que quelqu'un l'a convaincu qu'il doit montrer sa force et que le Venezuela est une sorte de maillon faible sur lequel ils peuvent déchaîner leurs instincts prédateurs, refoulés et frustrés. Et c'est pour ça que je n'ai pas l'impression que tout cela soit vraiment bien réfléchi. Le timing est très mauvais, car la Colombie a maintenant un gouvernement de gauche qui n'est pas du tout d'accord avec ça. Sous la précédente administration Trump, ce n'était pas le cas. Et il n'y a pas que la Colombie, le Mexique, le Brésil aussi. Oui, oui. Donc cela rend les choses beaucoup plus difficiles pour eux. Et je veux dire, Juan Guaido, quand avez-vous entendu parler pour la dernière fois des proxys américains pour le Venezuela? Il n'y a pas de grand mouvement de protestation sur le terrain. Je veux dire, je suis sûr qu'ils ont des gens qui peuvent activer là-bas, non? Tout comme Israël avait des gens sur le terrain qui pouvaient activer en Iran. Beaucoup, mais pas assez. Et je pense que c'est la même chose là-bas. Je ne vois pas de grande révolution de couleur, avec tous les éléments nécessaires pour qu'elle soit véritablement lancée. Je ne vois pas la montée en puissance des partis d'opposition. Je ne vois pas de justification internationale en train d'être créée. Je vois plutôt ce genre de stratégie. Allons faire exploser quelques bateaux de drogue et provoquons le Venezuela pour qu'il fasse quelque chose de stupide. Non? Et quoi? Vous allez débarquer 4000 marines sur la côte vénézuélienne. Et ensuite? D'accord. À moins qu'il n'y ait une guerre civile active sur le terrain, cela ne servira à rien. On peut lancer quelques tomahawks, faire exploser des trucs et déclarer la victoire. Mais au final, qu'est-ce que cela va changer? Cela ne va pas renverser le gouvernement au Venezuela. Je ne vois aucun plan réfléchi pour un changement de régime au Venezuela, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en improviser un ou causer des dégâts importants en réagissant violemment. Mais tout cela, franchement, a un petit air de désespoir et de frustration. Et quelqu'un voit simplement le Venezuela en ce moment comme la cible la plus facile, même si ce n'est peut-être pas aussi simple qu'il le pense.
out on, although maybe not as easy as they think. Je ne pense pas que le Venezuela serait facile à attaquer pour les États-Unis en ce moment précis. Ils sont en conflit avec à peu près tout le monde sur cette planète. Le Mexique, le Canada, et j'en passe. Marc, que penses-tu de cette situation? Grossimo, parle, et quand tu regardes le mur derrière lui, tu vois la carte de l'Ukraine. Et sur cette carte, non seulement les 4 oblasts déjà annexés par la Russie, mais aussi Odessa, Nikolaïev, jusqu'à Kharkov. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une forme de pression? Est-ce réel? Qu'en penses-tu? Okay. What do you make of it? So, this was a map of southern Donc, Ukraine that il s'agissait d'une carte du sud de l'Ukraine qui était accrochée au mur et clairement destinée à être vue. Ce n'était pas un accident. Soyons clairs là-dessus. Lors d'une réunion de l'état-major général russe, une réunion importante, où Gerasimov a donné un compte-rendu très détaillé, le plus détaillé de l'OMS que nous ayons eu jusqu'à présent, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de détails, beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé, où on en est maintenant, et probablement sur la direction à venir. Donc encore une fois, c'était intentionnel. Nima, connais-tu le sport américain du baseball? Oui, pour être honnête, je ne connais pas vraiment. Yeah, I'm not really, to be perfectly honest, but I grew up, so I have a little bit there. But Mais, vous savez, j'ai grandi avec ça, donc j'en ai un peu. Mais il y a quelques films qui mettent en avant une scène particulière. L'un d'eux est l'ancien film de baseball, Le Meilleur, et un autre, un peu plus récent, la comédie de baseball Les Indians. Il y a une scène dans les 2 films où le batteur arrive au marbre, ou dans un cas, c'est sur le terrain dans Le Meilleur, mais bref, et il se prépare à frapper la balle. Il pointe vers le ciel, n'est-ce pas? Il dit au lanceur et à tout le monde, « C'est là que je vais envoyer cette balle. » C'est là qu'elle va aller, n'est-ce pas? C'est une sorte d'assurance, un peu d'aspiration. a kind of swagger, a bit of aspiration, you want to call it somewhere between trolling. Vous voulez appeler ça quelque part entre de la provocation et un plan, n'est-ce pas? C'est comme ça que je le vois. Mais c'est là que nous en sommes. C'est, vous savez, là où toute cette diplomatie poussée par l'administration Trump n'a mené à rien parce qu'il refuse de répondre aux exigences russes. Zelensky continue d'être un homme obstiné, délirant et fou. Les Européens sont aussi des hommes obstinés, délirants et fous, et complètement déraisonnables, n'est-ce pas? Meretz et Kaja Kallas. Et la Russie dit d'accord, nous en avons assez de tout ça. Évidemment, nous ne tirons pas un trait définitif, mais il est clair que le gouvernement russe est désormais arrivé à la conclusion que tout cela ne mène nulle part. Et à la fin de la journée, cela devra simplement se régler sur le champ de bataille. Ce n'est pas ce que le Kremlin voulait, mais c'est là qu'ils en sont. Et ils disent, si vous nous forcez à faire cela, alors nous prendrons plus plutôt que moins. Ils font clairement comprendre que Odessa et Nikolaïev, au minimum, rappelez-vous, il ne s'agit ici que du sud de l'Ukraine. Cela ne montre pas Kharkov, Tchernigov, ou Sumy, ou, vous savez, c'est juste là. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est Gerasimov qui entre en scène et qui dit oui, Odessa. C'est là que nous allons. C'est comme ça que je le comprends. Il semble que Kaja Kallas rejoindrait Victoria Nuland à l'Université Columbia pour enseigner l'histoire. Oui, elle pourrait enseigner l'histoire militaire. Évidemment, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, où, vous savez, le soldat Ryan a été sauvé et les États-Unis ont gagné la guerre, occupé Berlin, et ainsi de suite. Non, c'est... Enfin, peut-être que je ne devrais pas dire que c'est choquant, parce que ce n'est peut-être même plus choquant aujourd'hui. Mais c'est une démonstration d'ignorance et d'illusion, résultat d'années de propagande enracinée, à laquelle, je veux dire, on s'attend un peu de la part des Américains. Ils ont été tellement endoctrinés, et vous savez, les Européens aussi avec le temps. Mais, enfin, Kaja Kallas vient des pays baltes. Je veux dire, l'un des pays qui ont combattu aux côtés de l'Allemagne nazie
et perdu cette guerre contre l'Union soviétique, qui a ensuite été occupée par l'Union soviétique, tout comme la Finlande. Je veux dire, encore une fois, la première ministre de la Finlande, à peine une semaine plus tôt, répétait le même genre d'absurdité. Vous savez, en vantant la façon dont la Finlande est sortie de la Seconde Guerre mondiale, après avoir perdu, après s'être battue du côté de l'Allemagne nazie, comme un modèle pour l'Ukraine. Quoi? Comment vous avez cédé du territoire et accepté un statut de neutralité? Oui, c'est exactement ce que la Russie veut. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment ce que vous essayez de défendre ici. Ces gens ignorent l'histoire. Je crois vraiment qu'ils ne s'en rendent même pas compte quand ils le disent. Les faits sont tout simplement écartés parce qu'ils sont gênants et ne correspondent pas au récit qu'ils ont construit sur l'histoire, sur le monde actuel, sur la Seconde Guerre mondiale. Cela conduit donc à des gens comme la grande responsable de la politique étrangère de l'UI, Kaja Kallas, qui affirme que « Oh, c'est de la folie de penser que l'Union soviétique et la Chine ont gagné la Seconde Guerre mondiale. » Exactement. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas le cas. Ce n'est certainement pas le cas pour l'Union soviétique. Et même si la Chine n'était pas seule dans la défaite du Japon impérial, elle les a combattus plus longtemps que quiconque et a souffert plus que quiconque. Et Poutine a justement souligné que si la Chine n'avait pas joué ce rôle, le Japon aurait pu ouvrir un second front contre la Russie, contre l'Union soviétique. Et alors, toute l'histoire aurait pu se dérouler très différemment. Donc, minimiser, ou en Occident, ignorer complètement, le rôle vital et démesuré de la Chine, ainsi que ses souffrances immenses dans la défaite du Japon fasciste impérial, est une autre distorsion obscène. Ce n'est pas un hasard, c'est une distorsion obscène, une réécriture de l'histoire. Exactement. Merci beaucoup, Marc, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Merci de m'avoir invité et j'ai hâte de notre prochaine conversation. À bientôt. Au revoir.